Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais, bonjour au peuple de la résistance. Je vous demande comme ça de vous connecter massivement pour qu'on ait un entretien ô combien simple mais très très efficace. Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le redire, nous le martelons, nous insistons là-dessus et nous persistons. La vacance de pouvoir désormais au Cameroun est actée. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est plus un leurre, c'est une évidence. Le pouvoir est vacant à Yaoundé. Les dernières stratégies du régime moribond, du régime satrapique, du régime despotique de Yaoundé ne serviront plus désormais à rien. Je demande aux uns et aux autres comme ça de se connecter massivement. Les déclarations de cet entretien, de ce live, de ce direct Facebook vont être très fortes et très perspicaces. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est plus un leurre. Nous l'avons dit et nous allons maintenir la pression là-dessus. Les choses sont en train de se dessiner de manière forte, de manière efficace et de manière ponctuelle. Yaoundé a perdu tout contrôle et tout pouvoir sur la situation réelle. Il s'agit pour eux ici de gagner du temps. La notion ici, gagner du temps. Mais nous n'allons pas laisser faire. Nous sommes là pour mobiliser, nous sommes là pour sensibiliser, nous sommes là pour alerter le peuple de la résistance. Je vais prendre une minute pour demander aux uns et aux autres de partager comme ça massivement cette intervention qui porte sur des aspects très forts. La vacance du pouvoir, le voyage hypothétique, entre guillemets, du roi feignant, le pseudo-voyage du roi feignant en Suisse et son imminent retour au Cameroun. Et ensuite, nous allons dire ce que nous comptons faire dans le cas où ceux-ci s'évertueraient, s'engageraient, s'efforceraient à faire valoir, à faire planer la vacance de pouvoir au Cameroun. Nous savons désormais ce qui se passe et nous connaissons ce qui est en train de se passer au plus haut sommet de l'État. Vous savez infiltrer la révolution, nous aussi, nous avons appris à vous infiltrer au milieu de vous. Parce que nous ne serons pas tendres avec vous et nous comptons vous le faire savoir. Que ce soit les despotes qui continuent de tirer au plus loin la tyrannie, nous n'allons pas être tendres avec vous. En l'occurrence, Bagagele, nous ne serons pas tendres avec toi. Laurent Esso, nous ne serons pas non plus tendres avec toi. Tous ces despotes, le colonel Banquin, Mendouga, de la garde présidentielle, tous ces gens-là, nous ne serons pas tendres avec vous. La révolution ne vous fera pas de cadeau. Il faudrait que vous le sachiez de manière très claire et très simple. Le peuple de la révolution ne vous fera pas de cadeau. Je le dis ici ouvertement. En tant que général de la révolution, nous ne vous ferons pas de cadeau. Parce que vous n'avez pas fait de cadeau au peuple camerounais. Alors que le tyran est décédé depuis fort longtemps, vous continuez de tirer sur les choses, trompant le peuple, amenant le peuple dans des sphères qui l'éloignent de plus en plus de sa liberté, de son autonomie. Et là, c'est volontairement froisser le peuple. C'est volontairement froisser les élans du peuple. L'intervention d'aujourd'hui porte sur un aspect fort, la vacance de pouvoir. Je le dis encore et je vais le maintenir. Aujourd'hui, nous l'avons dit, lorsqu'on a annoncé le voyage, le prétendu voyage du roi feignant à Genève, en Suisse, Véronique Mefage, je te salue, la brave. Alain Giresse également reçoit mes salutations. Lorsque le voyage du roi feignant, Biabi Mvondo, lorsque le roi feignant, Biabi Mvondo, son voyage le pseudo-voyage a été annoncé par la Suisse. Nous sommes sortis pour vous dire que c'est un leurre. Biya n'a jamais été en Suisse, il ne sera jamais en Suisse et il n'a jamais voyagé. Les gens ont compris très tard que nous avions raison. Mais il n'en déplaise. Le but pour nous n'était pas d'avoir raison. Le but pour nous était d'alerter le peuple de la résistance, d'alerter le peuple camerounais et d'alerter tous les combattants du monde entier que quelque chose se trame. Il y avait un plan second derrière cette situation. Il y avait un plan second derrière cette annonce. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui,
c'est que lorsque on nous a cru, on nous a jonglé, on nous a fait croire que le roi feignant était à Genève, lorsque certains combattants, trop pressés d'apparaître devant les caméras du monde entier, orchestrés et machinés par le régime RDPC et Yaoundé et les services secrets français, se sont dirigés vers Genève, nous avons dit non, c'est une opération inutile. Il faut se concentrer sur la vacance de pouvoir. Il faut se concentrer sur les différentes distractions qu'ils vont jeter. Ils vont jeter devant nous des distractions par milliers. L'épisode de ce matin de Maître Ndoki n'est qu'une distraction de plus. 1. Quelle est la portée de la démission ou bien de l'annonce fracassante de Maître Ndoki aujourd'hui? La portée de son annonce, de ce communiqué qu'elle fait aujourd'hui, a pour rôle de distraire la résistance, de dire, de faire croire aux yeux du monde entier que la résistance est fragmentée, de faire comprendre et de faire croire aux yeux du monde entier que le leader incontesté et incontestable, le leader indiscuté et indiscutable, le leader inégalé et inégalable de la lutte de résistance, j'ai nommé ici son Excellence Maurice Kamto, ne fait plus l'unanimité. Voilà les buts de toutes les distractions que le régime en place va jeter. Ils ont jeté la distraction Pende et Coca. Ça n'a pas mordu. On a frappé sur ça. Boum! Sec comme un couperet. On a été radical. On a été dur. On a frappé. C'est passé. Maintenant, on a une autre distraction. La distraction Maître Ndoki. On va frapper sur ça. Mais je vous demande de frapper en considérant cette femme. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a été d'un appui fort dans la lutte de résistance. Elle ne nous a pas trahis. Elle ne se retrouve plus, c'est normal. À un moment donné, le train ne contient pas tout le monde. Il faut savoir accepter les divergences d'opinion, les divergences d'idées. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est entrer émotionnellement dans ce refus, dans cette parole qu'elle nous donne aujourd'hui. Quand elle décide, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage. À un moment donné, une femme décide de vous quitter alors que vous estimez que vous avez tout fait. Vous êtes en train de tout faire. Mais elle dit, je ne me sens plus à l'aise. Je ne veux plus, je pars. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, laissez-la partir. Laissez-la partir. Ou bien elle commence à dire et à porter des vents contraires dans ta maison. Tu comprends que c'est le moment de la laisser s'en aller. C'est tout. C'est tout. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est pisser, entre guillemets, sur tout ce que vous avez bâti ensemble. C'est croire qu'elle n'a jamais été utile pour toi. Non, elle a toujours été utile, mais elle a cessé de croire en toi peut-être, ou de croire en ton projet, ou bien elle estime qu'elle porte elle-même un autre projet, son projet à elle. S'il n'y a pas de problème, allons-y avec beaucoup de tact. Ce que je refuse et ce que je vais toujours refuser, c'est des élans passionnels qui font qu'elle se dise, tant qu'elle n'a pas ouvert sa bouche pour dire des choses profondes, ou bien mépriser, insulter le leader de la lutte, on se doit d'être courtois et pondéré avec elle. Ça, c'est notre responsabilité et c'est notre rôle. Ça, c'est un. Deuxième chose, on continue. Le train de la résistance ne contient pas tout le monde. Le train de la résistance arrive à chaque gare, d'autres descendent, d'autres montent. Retenez bien ça. Le train de la résistance à chaque gare, pendant que d'autres descendent, d'autres montent. Ne vous souciez pas de ceux qui descendent. Ne vous souciez pas de ceux qui descendent. Intéressez-vous plutôt à ceux qui montent dans le train de la résistance. Ayez le regard vers ceux qui montent et regardez l'objectif. Tant que le train est sur ma destination, qui vous a dit au départ que tout le monde avait la même destination que vous? Qui vous a dit ça? Même dans la diaspora combattante, on n'a pas la même destination. Il y a des gens qui sont entrés dans la résistance, dans le train de la lutte de résistance pour obtenir les papiers. On ne peut pas le leur refuser. Ils ont estimé que c'était le seul moyen, un bon moyen pour eux d'obtenir une situation. Mais ça n'enlève pas d'eux des combattants. Ça ne fait pas d'eux des moins combattants que nous. Il faut faire très attention. Ce qui nous dérange, c'est l'esprit de rationalité. On refuse parfois d'être rationnel. On refuse d'être intelligent. Il y a des gens qui sont entrés dans ce combat pour avoir... quand ils font le live, il y a 100 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 10 000 personnes. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il faut pas l'oublier. Facebook est un purgatoire.
C'est une espèce, c'est un levier qui permet aux gens d'évacuer les frustrations, d'évacuer le stress. Quand vous voyez une femme comme dent cassée, quand vous voyez quelqu'un comme ça, elle évacue son stress. Ce n'est pas pour rien qu'elle peut se lever chaque matin pour venir faire la matinale. Parce qu'en fait, c'est des gens frustrés, c'est des gens rejetés à tout égard par la société, sur le plan familial, sur le plan même social. Alors, ils sont obligés d'évacuer. Et l'un des plus grands dépotoirs d'ordures et de saleté, c'est les réseaux sociaux. C'est l'invention du siècle. Avant, les gens avaient besoin de chercher ailleurs comment évacuer leur stress, comment déposer tout ça. Mais Facebook a cette magie que ça permet aux uns et aux autres d'évacuer leurs déchets, d'évacuer, de se purifier. Donc quand tu viens, c'est une espèce de thérapie. Quand quelqu'un se met devant une caméra et il parle, les gens écoutent et ils sont contents. Donc voilà, et lui-même, il sort de là satisfait, il est heureux. Donc j'étais en train de dire une chose, c'est quoi? J'étais en train de dire qu'au-delà de la magie de Facebook, au-delà de ce que cela incombe, le régime de Yaoundé souffre beaucoup de l'avènement et de la puissance des réseaux sociaux. La diaspora combattante a utilisé ce levier de la manière la plus forte. Je vous assure que ce n'eût été la magie et la force de Facebook, le gré à gré aujourd'hui au Cameroun serait passé comme une lettre à la poste. Si on était encore dans les années 90, qu'on utilisait seulement la presse des Séverin Tchunke, mutation avec le Popoli, Niempopoli, le messager, tout ça. Si on était encore dans les années 90, le gré à gré serait passé comme une lettre à la poste. Je dis bien comme une lettre à la poste. On n'en serait plus là, on ne parlerait plus aujourd'hui. Le gré à gré serait acté et passé. Mais ils ont un problème. Un sérieux problème, c'est que la diaspora combattante veille au grain. Nous sommes avisés et nous on vous le dit. Comme vous avez infiltré la révolution par le biais des services secrets français et camerounais, nous aussi on vous a infiltré. On connaît ce qui se passe. On connaît qu'il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, unanimité. La France souffre à trouver quel est le candidat qui va succéder au roi feignant qui est aujourd'hui décédé. Voilà l'enjeu, voilà tout l'enjeu. Des clans s'opposent. Le fils feignant ne fait pas l'unanimité. Parce que le père a été aussi un bon feignant. Un grand tyran certes, mais un bon feignant. On n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a ce paradigme sociologique qui fait que dans la plupart de ces villages-là, quand une personne vieillit, elle devient forcément méchante. Quand je prends un village comme le Mbam, les gens fuient le village. Quand je prends les villages, les zones, comme que ce soit Ombessa, Bokito, toutes ces zones-là, ou bien même, je remonte encore un peu plus, en allant 28, toutes ces zones-là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les personnes qui vieillissent sont considérées, entre guillemets, comme des méchantes, comme des personnes qui tuent les jeunes. Et c'est ça qui crée un problème. Voilà le véritable problème. Biya a vécu sans préparer la transition. Il ne s'est pas attelé à faire valoir un successeur légitime. C'est pour ça qu'il y a contestation. Sa signature est détenue par Ngongo. Il y a le clan des Nanga, il y a le clan des Boulou, il y a même les biaïstes. Il y a même le clan du RDPC même, le RDPC même des Kuete et tous ces gens-là qui estiment qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont aussi leur mot à dire. Voilà le roi. Aujourd'hui, vous croyez que Biya, que vous dites qu'il est vivant, part en Suisse, il fait un voyage à l'étranger, le 17, le 18 il arrive. Moins de 5 jours, moins d'une semaine après, il est de retour. Vous connaissez même ce que vous appelez Biya là? Une semaine à l'étranger, il rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce qu'on nous dit que le retour de Biya, c'est en fait une façon de nous dire ceci. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas vacances de pouvoir. Vous allez voir que dans les semaines à venir, les jours qui viennent, avant qu'on ne déclare sa mort brutale, il sera question pour ces gens de dire que non, il a encore reçu, très malade même, il a tenu à recevoir l'ambassadeur Guilou Le Filou. Voilà le seul ambassadeur qu'il peut recevoir. Guilou Le Filou a été reçu au palais d'Etoudi, d'Élysée. Ensuite, on vous dira, en fait, il s'agit pour eux, ils ont compris que nous, on était en alerte. Ils ont compris qu'on ne peut pas annoncer le décès de Biya à l'étranger.
Ce serait une erreur fatale. Ce serait une erreur. Ils ont voulu le faire. Mais très tôt, ils se sont ravisés. Ils ont compris que non, on ne peut pas annoncer le décès de Biya à l'étranger. Si on annonce le décès de Biya à l'étranger, son corps risque d'aller à l'étranger. Son corps risque d'aller à l'étranger. Voilà pourquoi les gars se sont pressés de, entre guillemets, faire rentrer ce qu'ils appellent Biya, parce que Biya n'a même jamais voyagé. Biya est dans la morgue au Cameroun depuis fort longtemps, dans les frigos au palais des Toudis. Depuis fort longtemps. On attend juste le bon moment pour annoncer officiellement son décès. Mais il s'agit ici de ils se sont ravivés et dit, parce qu'ils avaient d'abord un problème. Le problème était simple. Si on annonçait son décès depuis le Cameroun, sans faire un voyage à l'étranger comme ils l'ont fait là, les gens pouvaient comprendre rapidement que, en fait, Biya n'est plus vivant depuis. On a menti. Ça n'allait pas jouir d'une certaine crédibilité. C'est ça le problème. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils en font voyager Biya. On fait voyager un mort, on fait voyager la momie, on fait voyager le sosie. On nous dit, bon, comme on est toujours dans notre fantasme africain de chercher toujours la légitimité et la légitimation de l'Occident, on va dire quand même qu'il était à Genève, il était en Suisse. Alors là, on le fait rentrer maintenant. Bon, il est de retour. Il va recevoir Guilou Le Filou, l'ambassadeur de France, le pays qui est assis, qui a mis son genou sur le cou du Cameroun. La France et la France. La France. Nous ne négocierons pas avec toi. Nous sommes des nationalistes. Nous sommes des enfants de Oumniobé. Nous sommes des héritiers de Oumniobé. Nous n'allons pas négocier notre liberté. C'est fini le temps de la négociation. Nous allons l'arracher. Nous allons arracher notre autonomie. Nous allons arracher notre liberté de vive voix. Et nous n'allons pas vous laisser faire passer le gré à gré. Jamais. Et il faudrait que vous reteniez une chose. Ngongo, Chantal et tous les satrapes, avec toute l'armée et tout ce que cela concerne, et à la France aussi. Retenez cette chose-ci. Si vous tentez, comme on vous le dit toujours, de faire passer le gré à gré sous quelque forme que ce soit, soyez sûr d'une chose, nous allons paralyser tout ce qui est emblématique du 237, en diaspora d'abord et au Cameroun ensuite. Nous allons paralyser tout ce qui est emblématique. Je dis bien emblématique. Donc partout là, on voit maison 237. Du moment où vous allez, parce que pour faire le gré à gré, il y a une seule chose. Il faut annoncer la vacance du pouvoir. Donc entre l'annonce de la vacance du pouvoir et l'établissement du processus du gré à gré, soyez sûrs d'une chose. Ni les ambassades, ni les représentations diplomatiques, ni les maisons du Cameroun, ni ce qui a 237 en diaspora ne va fonctionner. Tout ça sera fermé du moment de la vacance du pouvoir, de l'annonce de la vacance du pouvoir, jusqu'à l'investiture, sous quelque forme que ce soit, du nouveau gouvernement que vous allez vouloir instituer ou bien essayer d'instituer. Jusqu'au moment où vous allez vouloir faire le passage par force. Par force. Donc c'est de ça qu'il est question. Faites très attention. Nous voulons que ce soit clair pour vous, clair pour nous, clair pour nous tous. On ne va pas lésigner sur les moyens, on ne va pas vous donner du cadeau, on ne va pas vous faire une purée là-dessus, on va vous servir du dur, du costaud, ce sera du concha, solide. Et vous allez essuyer la raclée historique parce que vous avez refusé de comprendre qu'il y a un leader qui s'est levé pour les Camerounais et en qui les Camerounais croient. La France ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, décider qui sera président au Cameroun. La France ne peut pas aujourd'hui décider comment est-ce que la transition politique se fera au Cameroun. Nous disons non à cela, nous martelons notre non, nous persistons et nous insistons. L'opération calamiteuse, calomnieuse et trompeuse de Genève a été démasquée par la révolution, démasquée par le peuple révolutionnaire. Aujourd'hui, le retour entre guillemets hypothétique du roi feignant vers le Cameroun est encore une usurpation, une tromperie. Et cela ne passera pas. Nous sommes plus que jamais regardants sur les réalités de ce que nous voulons et de ce que nous avons décidé de faire. Le peuple camerounais est très, très, très
efficaces, très, très éveillés là-dessus. Le coup de poing que vous voyez là, c'est le coup de poing que nous donnerons à ces satrapes, à ces bandits. Nous disons non, non à cette forfaiture de gré à gré qui se dessine. Vous savez, lorsque nous avons commencé cette révolution, les gens nous ont pris pour des plaisantins. Les gens nous ont pris pour des plaisantins. Mais je veux ici, avant de chuter dans cette intervention, dire quelque chose de très fort. Mambou Tagem Franklin, bonjour, le grand Gior. L'homme fort, le commandant Amba Boy. Super et brave commandant de la résistance et de la révolution en Belgique, avec le général, son général Nyat Parano. Je voudrais dire ici quelque chose. Lorsque nous avons lancé le mouvement de la résistance en diaspora, on nous a pris pour des plaisantins. Et c'est comme ça. Je vais vous dire une vérité qui peut vous choquer. Chaque révolution est passée par les 3 étapes dont la révolution diasporienne camerounaise est en train de faire montre. Chaque révolution a obéi à ces 3 étapes dont obéit la révolution diasporienne camerounaise. Simple. Premièrement, toute révolution est taxée de ridicule. Toute révolution est taxée de ridicule. Ensuite, elle est taxée de dangereuse. Et enfin, elle est taxée d'évidente. Voilà les 3 principes forts. Allez méditer là-dessus. Je vous exhorte à faire une analyse sur ces aspects. Toute révolution, prenez n'importe quelle révolution dans le monde. Lorsque je prends la Révolution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, malheureusement pas des droits de la femme, ou bien pas des droits de l'homme et de la citoyenne, mais des droits de l'homme et du citoyen. Lorsque je prends la Révolution française, lorsque je prends le droit de vote des femmes, lorsque je prends la loi Simon Veil dans la Révolution de 1968, on a d'abord dit, mais lorsque je prends l'apartheid, la fin de la traite négrière même, l'esclavage, lorsque nous prenons l'apartheid, elle a d'abord été taxée de ridicule. Lorsque les gens se sont levés pour contester l'apartheid, on les a taxés de ridicule. Parce que pour l'ordre établi, c'était évident que non, c'est normal, les blancs et les noirs ne peuvent pas s'asseoir dans le même bus, ne peuvent pas aller dans les mêmes écoles. C'était des choses acceptées. Acceptées. Et lorsque nous prenons, on a taxé les gens qui se luttaient contre l'apartheid, des gens ridicules. Après, on les a taxés des dangereux. On a commencé à dire, ces gens sont devenus dangereux. Plus ils persistaient dans leur combat, on a trouvé qu'ils étaient dangereux. Au début, on se rit d'eux. On dit, c'est des plaisantins, ils sont ridicules, ils vont se fatiguer. Après, on dit, ah, ils sont devenus dangereux. Quand Nelson Mandela et son équipe ont commencé à poser les bombes et insister et persévérer dans le combat, on a dit, oh, ils sont devenus dangereux. Arrestation, on les mettait partout, musellement. Ensuite, lorsque le combat a été gagné, ça devient évident pour les générations futures. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, si vous dites aux gens qu'il y a eu un temps où les Noirs et les Blancs étaient séparés, on vous dit, mais c'est impossible. Les gens n'arrivent pas à croire que c'est ça, que ce fut même possible un temps. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Quand vous dites aux gens aujourd'hui qu'il y a de cela fort longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les gens vous disent, mais ils ne comprennent pas. La génération d'aujourd'hui ne comprend pas que c'était un processus, que les femmes ont dû lutter pour avoir le droit de vote. Que lorsqu'elles commençaient la bagarre, lorsque les partisans du droit de vote pour la femme ont commencé à mener la lutte, on les a taxés de ridicules. On dit, mais vous blaguez ou bien c'est des gens ridicules. Vous croyez que les femmes vont voter? L'homme, c'est l'homme qui est le patron. C'est l'homme le chef. La femme ne peut pas voter, elle reste à la cuisine, elle prépare à manger. Après, à un moment donné, quand les femmes ont insisté, les femmes se sont levées, ont pris des positions. On a dit qu'elles sont devenues dangereuses. Les femmes sont devenues dangereuses. Et enfin, lorsque le combat a été acquis et que les générations ont validé, on a trouvé que c'est devenu évident. C'est devenu évident. Bonjour Gisèle, Déborah, Atouba. On a trouvé que c'est devenu évident. C'est la même chose aujourd'hui avec le combat de la lutte de résistance de la diaspora camerounaise. C'est-à-dire le mouvement COR, la brigade anti-Sardina et toutes les autres entités qui luttent au sein de la diaspora. Lorsque nous avons commencé ce combat, les gens nous ont taxés de plaisantins.
On était ridicules. Ils disaient que mais c'est des chômeurs. Laissez-les, ils s'embrouillent, c'est des gars ridicules. Ils amusent la galerie. Ils sont en train d'amuser la galerie. Ils ne foutent rien, ils n'ont rien à faire. Ah oui. Nous avons persévéré. Lorsqu'on a passé l'étape du ridicule, on est entré avec la prise des ambassades dans l'étape 2, la phase 2, on nous a taxé de dangereux. Ah! Et le plus dangereux, c'était le général El Tchenou. Avec la prise de Berlin, symbolique, puissante, magistrale, leçon de révolution. On a dit, oh, ils sont dangereux. On a commencé, ce qui nous a valu des interviews. Je me souviens avec Aman Mana, le plus grand journal privé d'opposition au Cameroun, où j'ai été spécialement interviewé, où il a dû venir spécialement en France. Et nous nous sommes rencontrés, où il y a eu cette interview qui est parue dans Le Jour et qui a été vendue comme des petits pains avant 10 heures. Tout le journal Le Jour était fini, assiégé partout dans la République. Il fallait écouter le général El Tchenou. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On est passé par l'étape 2. On a commencé à nous traiter de dangereux. On a eu le blocage, les interdictions du voyage du président, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il meure en mars 2020. Il était interdit de venir en Europe. Maintenant, on a continué de faire voyager sa momie, son sosie et tout ce qu'on assiste aujourd'hui. On est devenu dangereux. Maintenant, après la dangerosité, on commence à se dire, ah, les gens là avaient peut-être raison. Le combat porte, voilà qu'ils ont pu interdire quand même le président 2 ans. Le président n'est jamais venu à l'étranger. Voilà maintenant bientôt la 3e année, ainsi de suite. Ah, le combat là est intéressant. Voilà 3 ans que le président n'est pas venu à l'étranger. On amorce la 3e année. Les gars là peuvent réussir le combat. Le combat là est en train de marcher. Ah, il y a quelque chose. Ils ont quelque chose. Et demain, ce sera évident. Pour les générations après nous, ou bien lorsqu'on aura remporté la victoire finale, les gens ne comprendront pas que nous avons dû batailler. Et c'est pour ça que je dis que les 3 piliers de toute révolution ont été respectés. Et c'est ça la révolution diasporienne camerounaise. Et je voudrais insister là-dessus, que vous méditez là-dessus. C'est très important. Toute révolution est taxée de ridicule. Ensuite, elle est dangereuse, elle est admise comme dangereuse, et enfin, elle est évidente. Lorsqu'on a passé le cap, on n'arrive pas à comprendre. On dirait, mais donc c'est Biala qui prenait le pays en otage comme ça, mais c'était évident. C'était normal que les gens la luttent pour leur liberté, pour libérer le pays. Et c'est ça, le combat même. C'est ça qui est la vérité. Donc je veux ici, pour chuter dans ce direct, dire quelque chose de très fort. Biya n'a jamais été à Genève. Biya n'est jamais rentré au Cameroun. Biya est mort et il est dans les frigos au palais d'Etoudi. Il y a quelque chose qui se passe qui est très simple. C'est quoi? C'est que nous devons comprendre que la vacance du pouvoir va être actée dans les jours qui suivent. C'est une ruse pour gagner du temps. En fait, faire entrer Biya, c'est une façon de dire au peuple de la résistance, il n'y a pas vacance du pouvoir. Le président vit encore. Il est en vie et nous continuons de travailler avec lui. Mais faux, erreur. Nous avons pris conscience, nous connaissons le jeu. Et nous n'allons pas vous laisser duper les Camerounais une 2e fois, une 3e fois, une énième fois. Nous avons pris notre destin en main. Vive le train de la résistance. Vive le leader incontesté et incontestable de la lutte de résistance. J'ai nommé ici son Excellence Maurice Kamto. Vive les entités de la résistance qui s'installent et font un travail remarquable au Cameroun. Je veux remercier comme ça ici les chefs d'antenne du mouvement baptisés inéluctablement dans la lutte de résistance qui travaillent fort au Cameroun pour qu'un Cameroun nouveau se lève, pour qu'un Cameroun prospère se lève, pour qu'un Cameroun pur se lève. Nous sommes dans le train de la résistance. Ceux qui sortent ne nous intéressent pas. Ce sont ceux qui entrent qui sont intéressants. Parce que toute personne qui sort allège le train. Et moins même il y a de personnes, plus le train est propulsé. Lorsqu'on a demandé à Fidel Castro si c'était à refaire après qu'il soit arrivé à La Havane, à Cuba, et pris et gagné complètement le Cuba, si c'était à refaire, avec combien de personnes il le referait? Fidel Castro a dit, si la révolution était à relancer, il ne la relancerait pas avec 48 personnes comme il l'a fait, il la relancerait avec 12 personnes. C'est-à-dire les 1/4. Comprenez ici avec moi que nous sommes même trop nombreux dans la révolution camerounaise. Ceux qui partent, c'est toujours une bonne chose. Merci encore. C'était le général El Tchenou. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. L'homme fort de la lutte de résistance. Je dis merci encore au mouvement Corps, à tous mes soutiens, tous ceux qui croient au combat que nous menons.
Merci encore au président élu, son Excellence Maurice Kamto, à toute la dynamique du MRC qui est derrière lui, qui s'est liguée derrière lui, à toutes les forces vives de la nation camerounaise qui croient que Maurice Kamto est l'homme de la situation et l'homme du moment. Je vous dis finalement un grand merci. Et je vais tirer comme ça à boulet rouge et à boulet ouvert sur tous les satrapes du régime de Yaoundé, sur la momie de Biya qui continue d'exister et de torturer les Camerounais. Toi qui joues le rôle de la momie de Biya, nous allons te traquer lorsque nous allons renverser ce pouvoir et tu ne seras pas impuni. Tu seras puni jusqu'à la 20e génération. Nous te le garantissons. Et ça, ce sera le tribut le plus lourd. Mais ben, tous ceux qui sont là, Ngongo Ferdinand, Vondo Ayolo, tous ces gens-là, tous ces gens qui pourrissent et qui continuent de faire parrainer, de faire régner quelqu'un qui est déjà mort. Le train, la révolution ne vous fera pas de cadeaux. On sera sans pitié pour vous. Sans pitié. Pas 100, 1, 0, 0. 100, S-A-N-S. Zéro pitié pour vous. Parce que vous avez détruit ce pays et vous avez continué de le détruire quand bien même le chef destructeur n'était plus. Quand bien même le chef destructeur était mort. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont été avec nous, tous ceux qui ont répondu présent à cette communication du général El Chenou, le leader de la lutte de résistance en diaspora, le père fondateur du mouvement CORE. Ce mouvement qui replace la lutte de résistance au centre et qui met Maurice Kamto au cœur même de la lutte de révolution, au cœur même de la chute de la tyrannie des Biya, du régime des Biya. Merci encore. Je ne saurais clore sans dire un grand merci au général Valsero, au professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun et à tous les autres qui, Marcel Tsangé, tous ces grands frères de la lutte de résistance. Merci. Nous sommes ensemble. Vive le mouvement CORE, vive le peuple camerounais, vive la lutte de résistance. Merci.